Voilà. Bonjour, bonsoir. On continue notre cours de prescription, règles de la prescription. Donc nous nous sommes arrêtés hier dans cette partie où nous devions faire très attention lorsqu'on prescrivait quelque chose sur les terrains particuliers. Pourquoi on devait faire attention? Parce que tous ces individus, toutes ces catégories, ils présentent un risque accru. Un risque accru, soit de toxicité, soit un manque d'efficacité, etc. Donc nous allons voir au cas par cas pourquoi ces terrains, il faut faire encore plus d'attention, il faut être encore plus vigilant. Commençons d'abord par les personnes âgées. D'abord, c'est quoi une personne âgée? Une personne âgée, selon l'OMS, c'est une personne qui est âgée de plus de 75 ans. Mais l'attention, elle commence dès 65 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de vieillissement. C'est quoi cette notion de vieillissement? Ça veut dire que c'est un ralentissement du métabolisme, de l'activité, de la régénération et autres. Je pense que vous connaissez tous que, voilà, les organes, ils ne gardent pas la même activité qu'on avait à 20 ans. Après l'âge, la quantité des hormones diminue, l'activité des organes diminue, la masse musculaire diminue, et que vous savez. Donc c'est l'âge, c'est un phénomène physiologique. Et cette ce vieillissement peut toucher n'importe quel organe. Autrement dit, ça peut aussi induire une altération de la pharmacocinétique. Donc lorsqu'on aura une altération de la pharmacocinétique, il faut faire très attention parce qu'il y a un risque par exemple de surdosage. Si le métabolisme il diminue, qu'est-ce qui va se passer au médicament? غيبقى في الدم بزاف. Il va rester présent au niveau du sang. Donc si Ouais. vous lui donnez une deuxième dose, il y a un risque de surdosage, etc. Ainsi que les sujets âgés sont polypathologiques. Bien sûr, avec l'âge, on développe les maladies chroniques, comme l'hypertension, diabète, néphropathie, euh, quoi d'autre? Insuffisance cardiaque, insuffisance hépatique, etc. Ce sont des maladies qui apparaissent avec le temps, plus ou moins. Donc les sujets âgés sont encore plus, ils ont l'association de plusieurs maladies à la fois. Et puisqu'ils ont plusieurs maladies à la fois, ils sont aussi polymédicamentés pour traiter toutes ces maladies et les stabiliser. C'est pour cela, chez ces personnes âgées, il faut faire très attention lors de la prescription médicamenteuse. Surtout, comme on a dit, avec la pharmacocinétique qui est altérée et l'interaction médicamenteuse, le risque iatrogénique, l'interaction à l'intérieur du corps humain des médicaments, puisqu'il prend déjà plusieurs au préalable. C'est pour cela qu'il faut faire très attention et étudier notre médicament et essayer de donner le minimum de médicaments possible. Mais bien sûr, vous connaissez très bien que nous ne vieillissons pas tous de la même manière. Certaines personnes, s'ils mènent un style de vie inadéquat, sédentarité, malnutrition, etc., et leurs fonctions vitales vont diminuer plus rapidement. Alors que d'autres, ce n'est pas la même chose. S'ils ont un bon style de vie, le sport, etc., ils peuvent contrer. Donc ça aussi, c'est un facteur à tenir en compte, que pas tous les individus sont les mêmes. Donc le sujet âgé pathologique, comme on a dit, il faut faire très attention. Il faut adapter les modalités en fonction de ce qu'il a. Donc évaluer la balance bénéfice-risque et réévaluation. Lorsqu'on réévalue, on va alors décider si on commence le traitement ou bien on l'arrête. Stop, start. Parce que comme je vous ai dit, polypathologique, s'il vous présente une insuffisance rénale, ça aussi c'est un critère de vraiment qu'on doit prendre en compte avant de commencer un traitement. Parce que le médicament, il va subir une élimination plus basse. Et comme je vous avais donné un exemple l'autre jour, si vous avez un médicament qui est métabolisé par le foie et l'individu se présente avec une insuffisance hépatique, vous allez essayer de lui donner un médicament qui ne dépend pas du foie, par exemple. Et il faut aussi dépister les critères de fragilité. Qu'est-ce qui rend cet individu âgé, il est à risque? Quelles sont les pathologies dont il présente pour être capable de s'y adapter? Parce que si vous ne trouvez pas qu'il est hypertendu, par exemple, et vous lui donnez un médicament qui augmente encore plus la tension artérielle, on peut avoir voilà, on peut avoir une catastrophe. Donc les critères de fragilité, on cherche s'il a une insuffisance rénale,
polypathologie d'autres types, la polymédication au préalable, est-ce qu'il a les signes de dénutrition, comme l'hypoalbuminémie par exemple. Vous connaissez très bien que l'albuminémie, c'est le transporteur principal des médicaments, donc ça peut diminuer la distribution par exemple, s'il a des troubles cognitifs, s'il y a un risque de chute, perte d'autonomie fonctionnelle, des afférations neurosensorielles, donc il commence à perdre sa sensibilité, s'il a l'isolement social, s'il a la dysphagie, ça peut même entraîner qu'il ne prenne pas son médicament et autres. Donc les critères de fragilité, il faut les dépister chez cet individu pour être capable d'adapter le médicament. Parce que comme on a dit, imaginez que moi, votre médicament il est porté par l'albumine et lui il a la dénutrition. Il a pas d'albumine dans le sang, qui est une quantité très basse. Donc immédiatement votre médicament va être inefficace. Donc il faut faire très attention. Il faut s'adapter aux maladies et aux atteintes que présente ce sujet âgé. Parce que comme on a dit, oui, il faut maintenant. Donc âgé polypathologique. Donc il faut adapter les modalités thérapeutiques. Le médicament, il y a une panoplie. Il y a un ensemble de médicaments qui servent le même rôle à peu près, mais qui ont des formes différentes et des pharmacocinétiques différentes. Donc on va essayer de choisir le meilleur médicament possible dans ce cas et éviter ceux qui sont touchés. Par exemple, qui me clique de l'exemple de l'insuffisance hépatique, donc vous n'allez pas prendre un médicament qui a besoin du foie. Vous allez essayer. S'il n'y en a pas, on n'a rien à faire. Donc on va préférer de traiter la maladie. Mais s'il y en a, donc il faut éviter. Donc voilà, réévaluation, stop and start. Si on commence un traitement quelconque, s'il y a l'apparition de quelque chose de néfaste, on arrête le traitement par exemple. Donc on réévalue la vigilance, le suivi post-thérapeutique. Voilà, il faut aussi dépister les critères de fragilité qui peuvent interagir avec cette thérapeutique. Et les critères de fragilité, on va de les mentionner d'abord. Bien sûr, comme on l'a dit, voilà, le sujet âgé, il y a plusieurs facteurs qui le rendent fragile. Notamment ces facteurs, voilà, ces critères de fragilité comme on a vu ici, la polymédication, la pharmacodynamique qui est modifiée, la pharmacocinétique altérée, etc. Et ce qui rend que le médicament compatible, il devienne vraiment une quantité très très basse. Au lieu par exemple de 100 médicaments capables de traiter cette maladie, on ne peut choisir que 5. Parce que ce n'est que 5 médicaments qui sont adaptés à ce sujet. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention avec ces individus. Parce que si vous lui donnez autre chose que ces 5 médicaments, vous risquez de nuire à son corps, à sa physiologie. C'est bon? Donc ça concerne le sujet âgé. Ainsi que voilà, on va étudier la concentration, si on veut le suivi, on va essayer d'étudier la concentration de médicaments dans le sang, étudier son action pour voir est-ce qu'il est efficace ou non, c'est le suivi après. Et la variabilité biologique avec l'âge. On peut adapter le médicament qu'on donne en fonction de l'âge. Ça aussi, c'est l'un des critères dont on peut se baser pour adapter la posologie. Et ainsi avoir un effet final du médicament adéquat, qui est voilà, adéquat, qui est correct. Donc regardez l'action du médicament. On cherche ceux qui ont une affinité bien élevée, une activité intrinsèque au niveau de la cible cellulaire, donc c'est juste la pharmacodynamie. La concentration, on va essayer de trouver un médicament qui a une pharmacocinétique correcte chez cet individu. Donc on va étudier son absorption-distribution et voir si elle est possible chez cet individu. Parce que comme on a dit, si le métabolisme hépatique est impossible, donc on va essayer de trouver un autre médicament indépendant du foie, ou bien qu'il y a un métabolisme très bas. Vous vous rappelez du nombre E, si je me rappelle, E majuscule, inférieur à 0,1. Entre 0,1 et 0,4, non? Oui? Oui. Donc on étudie le métabolisme hépatique. Et voilà, la variable biologique, il faut faire attention avec l'âge. Donc, il faut aussi bien sûr éviter les médicaments inutiles, comme on a dit. On ne va prescrire que ce qui est nécessaire. Ainsi que adapter la classe thérapeutique. Donc ça veut dire on ne va pas donner... Imaginez avec moi un individu âgé qui n'a pas de dents. Non, bon, il n'y a pas vraiment de médicaments à croquer. Qui est... qu'est-ce que je veux vous dire? Bon, vous avez compris. On ne va pas lui donner une classe ou une forme qui est inappropriée. Quelque chose qu'il peut quand même utiliser. Ainsi que,
on peut adapter la posologie en fonction de la clairance. Vous vous rappelez de la formule de Cockcroft? Formule de Cockcroft qu'on avait vue en physiologie rénale. Donc elle adapte la clairance en fonction de l'âge et la créatininémie. Donc regardez l'âge sur la créatininémie, parce que comme on a vu, la formule de Cockcroft, elle adaptée surtout parce que le recueil des urines en 24 heures, c'est un peu difficile. Donc créatinurie, c'est un peu... De 24 heures, on l'a abandonné. Donc on a remplacé par cette formule 123 fois le P, je ne sais si une épée ça, ouais. 140 moins âge sur la créatininémie. Et si c'est une femme, 1,23 ça devient 1,04. Et donc on adapte. Donc, non? Le poids, oui, oui, le poids. Donc voilà, on adapte la clairance rénale en fonction de l'âge et donc on obtient le taux d'élimination possible. Parce que comme on a dit, la clairance rénale est l'une des voies majeures d'élimination de médicaments. Ainsi que, comme on a dit, adapter la forme pharmaceutique ou bien galénique, ainsi que l'observance et l'éducation thérapeutique du patient. Ça veut dire que l'individu qui prend ce médicament, il doit savoir qu'il est à risque. Il ne doit pas faire n'importe quoi. Rappelez-vous, j'irai chercher une image. Elle dit que la gélule qu'on ouvrait, voilà. Les sujets âgés, là, ils le font très fréquemment. Donc c'est pour cela qu'il faut l'éduquer. Il faut lui dire qu'il ne faut pas, ouvrir la gélule et la dissoudre dans l'eau avant de l'avaler. Parce que ça augmente l'activité. Ça augmente l'absorption, ça augmente... donc on peut avoir un pic immédiat. Alors que ce n'est pas ça la raison pour laquelle on prend une gélule, par exemple. Une gélule, on la veut parce qu'on veut que ça reste une durée plus longue. Mais s'il la dissout comme ça peut être absorbé plus rapidement, ça peut être métabolisé rapidement, ça peut agir rapidement, etc. Donc l'observance et l'éducation thérapeutique des patients. Pour qu'ils sachent, voilà, les règles à suivre. Parce que s'ils ne les suivent pas, ils courent un risque plus grave que la normale. Ainsi que le suivi. Le suivi est nécessaire pour voir si l'individu il tolère ce médicament, ainsi s'il y a l'interaction médicamenteuse qui apparaissent, des nouvelles interactions. Comme on a dit, les sujets âgés sont fréquemment, sujets de plusieurs médications, polymédications. Donc les interactions médicamenteuses sont très fréquentes dans ce cas. C'est pour cela le suivi, il est très important et il faut être vigilant. Les principaux médicaments à risque, nous avons les médicaments à visée cardiovasculaire comme les diurétiques, les anticoagulants, les antihypertenseurs, comme un risque d'hypotension, et ça va induire une chute ou bien décompensation de la fonction rénale. Les médicaments psychotropes qui peuvent induire un risque de chute et de confusion. Les médicaments AINS qui peuvent induire décompensation de la fonction rénale, l'hypertension, l'effet digestif. Les antidiabétiques oraux chez les sujets âgés qui peuvent induire l'hypoglycémie. Les médicaments à effet anticholinergétique, donc donc ça peut induire le système parasympathique est stimulé en excès, donc ça peut induire par exemple l'arrêt les fonctions du corps parce que le système sympathique il régule, donc ça va être déréglé. Les médicaments utilisés dans le traitement de la démence, l'anticholinestérase, donc pour arrêter par exemple, ça peut induire que le système nerveux il commence à souffrir d'une manière excessive, alors que nous on donne le médicament pour traiter. Donc autrement dit, ces sujets sont plus aptes, ils ont une dose maximale tolérée plus basse que la normale. Ça veut dire qu'il faut faire très attention. Autrement dit, leur marge thérapeutique n'est plus la même. Elle devient plus étroite. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que les médicaments facilement sont capables d'induire les effets indésirables sur ces sujets. C'est bon? Donc pour comprendre le principe, on se base sur start and stop. Donc on va d'abord, est-ce que le médicament, est-il opportun de prescrire ce nouveau médicament? Est-ce que ça vaut le coup? On ne va prescrire que ce qui est nécessaire. Et lorsqu'on a prescrit ce médicament, quels sont les objectifs attendus? Pour savoir, on attend quoi? Est-ce qu'il va augmenter la durée de vie? Est-ce qu'il va diminuer le risque de la maladie? Est-ce qu'il va améliorer la qualité de vie? Est-ce qu'il va traiter les symptômes? Ou bien il s'agit d'un traitement palliatif. Donc on doit savoir quel type de médicament on donne et quelle est la visée. Parce que si... oui. الديرة ديال الميديكامون ماشي ديالنا ماشي ديال Là, الباسيون. durée de vie du patient. Attention. Durée de vie du patient. اوكي
Un médicament, ça sert à quoi? Si on ne traite pas la maladie, vous allez mourir, autrement dit. Donc, dans les maladies graves, بحال surtout les sujets. غنأوغمونطيو الديري دو شي ميديكامون آخر. Non, non. Je pense pas que ça soit sur augmenter la durée de vie d'un autre médicament. Je pense augmenter la durée de vie du patient directement pour éviter la mort dans les prochains jours. Parce que surtout les sujets âgés sont plus fragiles. Donc, les maladies qui sont normalement banales peuvent être létales chez eux. Ainsi que, si le patient reçoit déjà un traitement, le nouveau qu'on va ajouter est-il nécessaire et quelle est la hiérarchie, quel est l'ordre qui est le plus important? L'hiérarchie, j'association, le kalima, qui est le plus important par rapport à l'autre. Ça veut dire que si nous avons un jour besoin de faire un sacrifice, quel est le premier qu'on va enlever? Est-ce que c'est le médicament qu'il prend déjà ou bien le nouveau médicament qu'on commence à prescrire? Donc on doit déterminer l'ordre qui est le plus important. Quelle est la probabilité d'efficacité de traitement? Est-ce que ce traitement qu'on va donner va-t-il montrer une efficacité? Pour savoir un pourcentage en quelque sorte et l'effet attendu. Que se passera-t-il si je ne le prescris pas? S'il va mourir, donc on doit prescrire ce médicament. Mais si il ne se passe pas grand-chose, donc on peut se passer du médicament. Je peux ne pas le prescrire. Le rapport efficacité-sécurité du médicament a-t-il déjà été évalué sur les sujets âgés? Donc, lorsqu'on mentionne quelque chose comme ça, j'aimerais vous prendre un petit instant pour vous parler de l'AMM. Lors des essais cliniques de stade 1, 2 et 3, on n'étudie pas vraiment les autres catégories d'individus. Parce que vous vous rappelez, stade 1, les sujets sains, les volontaires. Le stade 2, on prend ceux qui ont la pathologie X. Stade 3, on prend ceux qui ont les terrains سي جي ريسك. à risque les plus fréquents, Les plus fréquentes. l'hypertension, les terrains à risque. Et ce n'est qu'au stade 4 qu'on commence à étudier sur la grande population. Donc pour avoir une bonne observance thérapeutique, un médicament, il doit rester une longue durée au niveau du marché pour étudier les interactions avec même les nouvelles, voilà, pour étudier les nouvelles interactions. Parce que même au stade 3, notre échantillon n'est pas suffisant pour représenter toute la population. Donc ce n'est qu'au stade 4 qu'on commence à étudier qu'est-ce qui se passe dans le cas X, Y, Z, etc. C'est pour cela, nous, en tant que prescripteurs du futur, Hadith, c'est un message très important. Ne vous amusez pas à donner de nouveaux médicaments chez les sujets à risque. Que ce soit les sujets âgés, que ce soit les femmes enceintes, les enfants, etc. Les insuffisants rénaux, ne donnez jamais les nouveaux médicaments qui viennent d'être mis sur le marché. Lorsque vous trouvez qu'un individu il est à risque, prescrivez-lui un médicament ancien qui a déjà prouvé son efficacité et sa sécurité. Parce que les nouveaux médicaments, il y a encore le risque d'apparaître une nouvelle interaction. Et ça peut être votre faute. C'est vous qui avez causé cette nouvelle interaction médicamenteuse, ce nouvel effet indésirable, et donc vous pouvez causer la catastrophe. Donc essayez de prendre les médicaments qui sont anciens, dans ce cas. Bien sûr, si l'individu il est en bonne santé, vous pouvez vous pouvez lui prescrire le nouveau médicament. Parce que, comme on a dit, il y a un ordre. Si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'au niveau du stade 1, on testait le médicament sur les individus qui avaient le système physiologique le plus puissant. Les sujets sains, les volontaires en bonne santé. Alors que fur et à mesure, on prenait les sujets qui sont de moins en moins, donc le plus à risque. Et au niveau du stade 4, on étudie tout à la fois. Ensuite, les traitements non médicamenteux sont-ils utiles? Traitements chirurgicaux, traitements radiologiques, etc. Est-ce qu'il y a une alternative? S'il y a une alternative, donc on arrête le médicament. S'il n'y en a pas, donc ça nous oblige à prescrire le médicament. Donc tout cela pour vous dire qu'on se base sur un faisceau d'arguments, un ensemble de raisons pour nous pousser à prescrire un médicament en plus chez les sujets à risque, surtout chez les sujets âgés. On doit répondre à toutes ces questions avant de prescrire quelque chose de nouveau. Et si on ne répond pas, on va s'arrêter. Ou bien s'il commence à présenter un effet indésirable, on arrête le médicament. C'est bon? Très bien. Donc maintenant, nous allons passer à une nouvelle catégorie, la prescription chez les enfants. Avant qu'on parle un peu chez l'enfant, j'aimerais vous demander une question. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé, lorsque vous allez donner un médicament pour un enfant,
où vous aviez pris le médicament divisé en deux. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Qui Mamr Walou واش تاع لا الصباح انا في السيرفيس كدور شي الصباح. Bon, خلينا نقطع الريكورد باش ما تخرجش على السيرفيس. Donc voilà, comme on a dit, dans la plupart des cas, les individus, les médecins et autres, considèrent l'enfant un adulte en miniature. Ça veut dire qu'il y a un poids plus bas, donc on lui donne une dose plus petite. Mais ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que même si l'enfant, ou bien le nourrisson, il a un poids plus bas, donc une dose plus basse, il peut avoir d'autres facteurs qui peuvent modifier carrément le médicament. Donc ce n'est pas seulement diminuer la dose. Donc on ne peut pas juste considérer un enfant un adulte en miniature, un adulte avec un poids plus faible. Donc il y a bien sûr, plusieurs contraintes éthiques et économiques. Parce que vous vous rappelez très bien que les tests, les essais cliniques, on n'acceptait pas les enfants. On ne pouvait pas les faire les essais cliniques sur les enfants. Sauf si le médicament lui-même était à visée pédiatrique. C'est pour cela qu'il y a un grand problème de prescription chez l'enfant. Il y a peu de médicaments qui ont une AMM pour un traitement pédiatrique. C'est pour cela que la plupart des prescriptions se font hors AMM. Entre 7 à 90%. Regardez. 90% des prescriptions sont hors AMM. Parce que comme on a dit, il y a un problème éthique. On ne peut pas faire des essais cliniques sur les enfants. Donc on ne peut pas faire cela. C'est pour cela qu'il y a un grand problème de prescription chez les enfants. Donc nous, on va voir pourquoi c'est un problème. Parce que l'enfant n'est pas seulement un adulte en miniature. Bien sûr, regardez bien sûr, il y a beaucoup de variabilité. On parle de nouveau-né entre 0 à 1 mois, nourrisson entre 1 à 24, enfant 2 ans à 11 ans, grand enfant 11 à 15 ans, adolescent 15 à 18, etc. Et en fonction de l'âge, chaque année, d'une année à une autre, il y a des modifications de pharmacodynamique et pharmacocinétique. C'est pour cela qu'il est très dur de regrouper toute cette catégorie en une seule. Tous ces âges en une seule catégorie. Alors que chaque tranche d'âge, elle a ses propres caractéristiques. Donc comme on a dit, le problème qu'on a, c'est que la plupart des personnes considèrent le nouveau-né comme un adulte en miniature, donc on lui donne une dose plus basse en fonction de son poids. Or, on va voir que ce n'est pas suffisant parce que le nouveau-né, il peut avoir des pharmacocinétiques que l'adulte n'a pas, un métabolisme que l'adulte n'a pas. Ça veut dire qu'on peut avoir des transformations qui sont anormales. Donc, ce principe de prescription miniature, il suppose que l'enfant a la même pharmacocinétique que l'adulte, alors que ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas le même métabolisme, ils n'ont pas l'élimination, ils n'ont pas la même absorption. Donc on ne peut pas juste se baser sur une dose plus faible. Bien sûr, regardez ici. نقول لك sont invariables. كتحسبهم راه بحال بحال. Il suppose qu'elles sont les mêmes. La pharmacocinétique de l'adulte et l'enfant sont les mêmes, alors que non. On va voir un exemple qui va montrer cette variabilité. داكشي كنعطيو شويه للدري الصغير. انك تعطي شويه هو القرار الصائب، مي ما كتبازاش غير على لو بوا، حيت نورمالمون ان تريتمون اون دون en fonction du poids. Mais chez l'enfant, on doit faire attention à autre chose aussi, pas seulement le poids. Donc regardez la variabilité de la pharmacocinétique chez l'enfant et l'adulte. Regardez, l'adulte, il a une demi-vie plus longue, alors que l'enfant, une demi-vie plus basse. Le médicament disparaît plus rapidement. Bien sûr, les variations, notamment... l'enfant d'accord nouveau-né a une demi-vie plus longue. Et voilà, donc ça montre qu'ils n'ont pas le même profil pharmacocinétique. Désolé, mais le graphe, ce n'est pas grave, mais moi, ils ne sont pas les mêmes. Regardez ici, encore une fois, le pourcentage d'eau corporelle, il varie de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Le pourcentage d'eau, parce que vous connaissez très bien que le nourrisson, il a plus d'eau que l'âge adulte. Donc ça peut aussi entraîner une distribution différente du médicament. Parce que voilà, vous savez, la loi de Starling, l'osmolarité et autres, ça peut influencer la distribution du médicament.
Regardez ici, encore une fois, la demi-vie d'un médicament en fonction de l'âge. Regardez ici. Le nouveau-né, il a une demi-vie très rapide, très longue. Et ça diminue avec l'âge. Et ça réaugmente à l'âge adulte élevé. Donc vous voyez que ce n'est pas une courbe uniforme. Ils ne sont pas les mêmes. On ne peut pas s'amuser à juste, par exemple, se baser seulement sur le poids. Se baser seulement sur le poids, c'est une erreur qui peut induire, comme on a dit, soit un surdosage. Parce que regardez ici, si vous donnez, donc il y a le risque de surdosage ou bien le risque d'inefficacité. Donc si vous donnez une quantité adaptée au poids de l'enfant, mais sans prendre compte que la demi-vie de l'enfant est plus rapide, est-ce que vous pensez que le médicament va être efficace sur cet enfant de 1 à 10 mois? Regardez sa demi-vie. Sa demi-vie est rapide, est plus rapide que l'adulte. Par exemple, imaginez comment, je vais vous donner l'énoncé. L'adulte, il a une demi-vie de 40 heures et il a un poids de 70 kg. 70 kg d'un adulte mâle. L'enfant, il a un poids de 10 kg. Un an. Je pense 10 kg, c'est raisonnable. Donc si vous allez lui donner le 1/7, alors que la demi-vie de l'enfant est elle aussi plus rapide. Donc si vous lui donnez le 1/7 d'équivalent de l'adulte, le médicament va rapidement être métabolisé, va rapidement être éliminé et on risque d'être inefficace. Donc on ne peut pas seulement se baser sur le poids, la différence de poids. Sur certains médicaments surtout. C'est bon? Parce que certains, comme vous le remarquez, il y a aussi une variation de demi-vie. Donc autrement dit, il y a des variations dans la pharmacocinétique. Parce que la demi-vie, c'était l'étude de toutes les étapes de pharmacocinétique jusqu'à l'élimination. C'est bon? Regardez ici, encore une fois, les changements dans l'activité métabolique, surtout au début. Regardez, la naissance, l'activité, elle est presque nulle et ça augmente rapidement jusqu'à la première année. Regardez. Donc cette tranche d'âge, surtout de la naissance jusqu'à la première année, MO هي mois en anglais. Donc 3 mois, 12 mois, 1, 10, et YR هي year, هي année. Donc regardez l'activité des enzymes cytochromes. Vous avez vu? On se basait surtout sur ces enzymes pour le métabolisme des médicaments. Donc elles varient grandement d'une tranche d'âge à une autre. Donc ça peut induire des changements dans la pharmacocinétique. Ainsi que, voilà, la fonction rénale. Regardez la fonction rénale. L'élimination rénale, elle augmente avec l'âge. Tout simplement. Donc voilà, regardez. La filtration glomérulaire, la clairance, donc elle augmente avec l'âge, vous voyez. Donc ça aussi, ça fait varier la pharmacocinétique, autrement dit la demi-vie. Ainsi qu'il y a des problèmes dans certaines voies d'administration. Je vais vous demander une question. Un nouveau-né, est-ce que vous voyez son pied? Comment il est? La peau du nouveau-né. Glabre. Glabre. Plissé. Glabre. Non? Plissé. Plissé. Je cherche un autre mot, Saraha. Gonflé. Gonflé. Bon, oui, potelé. Potelé, il qui me dit un nouveau-né. Oui, mais je cherche un autre mot. Est-ce que vous pensez que son derme est mature? Son derme, la couche cornée, l'hypoderme. Non. كتكون سوبر بزاف. كتكون souple, كتكون très faible, Donc imaginez avec moi, vous lui donnez un médicament patch dermique alors que son derme est immature. Tout va être rapidement absorbé et ça peut induire un pic et donc vous risquez un surdosage chez les enfants. Donc il faut faire très attention, ainsi que les enfants, notre caractéristique ne peuvent pas prendre un médicament solide avant l'âge de 7 ans. Un médicament solide avant l'âge de 7 ans, non. Donc il faut adapter les voies d'administration. L'exemple rectal, ça peut induire une biodisponibilité élevée. Parce que le médicament, il ne subit pas de métabolisme dans le premier passage rectal et hépatique. Donc le médicament, il reste présent au niveau du sang, il ne subit aucun métabolisme. Un autre exemple, l'intramusculaire, elle est irrégulière. Parce que comme vous savez, le nouveau-né, il a un muscle très faible. Mais je dis très faible, mais ce n'est pas comme l'adulte. Donc la masse musculaire et le flux sanguin sont plus faibles par rapport à l'adulte. Et l'hydratation est élevée, parce que comme on a dit, l'eau il est plus élevé chez l'enfant. C'est pour ça qu'on doit de l'aspect potelé. Et cutané. L'absorption cutanée, elle est augmentée.
et elle peut atteindre la dose toxique. Pourquoi? Parce que l'enfant, son derme, il est très fin, très fine. La couche cornée de l'épiderme, elle est très fine, dès que la couche de kératine. Mais l'épithélium malpigien kératinisé, vous vous rappelez? Chez l'enfant, elle est très fine. Ça veut dire que si vous donnez un patch, les la peau, il va rapidement être absorbé et passer au niveau des vaisseaux sanguins. Et donc ça peut induire une intolérance. Vous allez dépasser la dose maximale tolérée. C'est bon? Voilà. Et bien sûr, il y a aussi des particularités pharmacodynamiques. L'immaturité de l'organe cible. Ça veut dire que l'organe cible ne présente pas les récepteurs qu'on cherche. Autrement dit, ça peut induire une efficacité et une inefficacité thérapeutique. Parce que le médicament ne peut pas trouver sa cible. La variation du nombre de récepteurs, ça a un lien avec la maturité de l'organe. Et une altération du couple récepteur-effecteur. Les voies métaboliques intracellulaires, vous devez savoir que certaines enzymes n'apparaissent qu'à un certain âge. Autrement dit, même si le médicament interagit avec le récepteur, il se peut qu'il ne puisse pas activer quelque chose intracellulaire. C'est un exemple qui n'a pas un lien direct avec la pharmacologie, mais c'est juste pour vous rappeler, au niveau de la biochimie, la synthèse des hormones stéroïdiennes, la testostérone et autres, on avait besoin d'une enzyme qui n'apparaissait qu'à la puberté. Donc ça témoigne que certaines enzymes ne s'activent qu'à un âge plus élevé. Ce n'est pas à la naissance. Donc il faut faire très attention avec ces prescriptions. C'est bon? Bien sûr. Les problèmes dans certaines voies spécifiques, notamment dans la voie rectale, donc l'anus, elle induit une biodisponibilité élevée. Pourquoi? Parce que le médicament, il ne subit pas vraiment un premier passage rectal et hépatique. Donc il n'est pas métabolisé. Donc il reste présent au niveau du sang. L'injection intramusculaire, elle est irrégulière. Pourquoi? Parce que le nouveau-né, sa masse musculaire est plus faible que l'adulte. Ainsi, elle est très hydratée. Donc c'est juste des variabilités de l'injection. Et cutanée, elle est augmentée. Parce que comme on a dit, sa couche cornée, elle est très mince. Donc l'absorption cutanée, elle est très élevée. Donc ça peut induire une toxicité. C'est bon, Mohamed? Ça. Donc voilà. C'est pour cela on va nous intéresser à tous ces facteurs à prendre en compte et non pas seulement le poids. Et bien sûr, pour être plus fiable, on va se baser surtout sur la surface corporelle, non seulement le poids. On va rapporter la surface corporelle, elle est plus spécifique. C'est bon? Donc voilà, chez l'enfant. ياسين هذيك الثانية Mhm. flux هابط والhydratation élevée hydratation cellulaire. La fraction d'eau dans le corps humain, elle est très hydratée. La fraction d'eau dans tous les secteurs. Tous les secteurs ont plus d'eau que la normale. Mais chez c'est la normale. Que chez l'adulte. La quantité d'eau, elle diminue avec le temps. ولكن لا تزاد في الدم راه يزاد الفلو. ما تعرف, les vaisseaux ne sont pas encore matures. Donc la vascularisation, مازال ماشي riche. Donc même si le dam, il est fluide, même si l'hydratation elle est élevée, les vaisseaux مازال خصهم يكبروا. C'est bon? Yes. Voilà. C'est pour cela il faut bien sûr choisir la classe thérapeutique adéquate et la molécule avec une autorisation de mise sur le marché pédiatrique. On ne peut pas juste prendre un médicament adulte et le diviser en petits morceaux. Bien sûr, adapter la posologie en fonction du poids et la surface corporelle surtout. Et attention aux voies d'administration qu'on vient d'entendre, notamment rectale, etc. Vous avez vu. La forme galénique adaptée, ça aussi. Comme on a dit, chez les enfants, moins de 7 ans, on ne peut pas donner les solides. Et l'information des parents, pour qu'ils fassent très attention à leur enfant. C'est bon? Et aussi, chez les enfants, les médicaments, ils ont une saveur. Soit fraise, vanille, autre chose. Parce que si les enfants, lui donnez un médicament qui a un goût amer, il ne va pas le prendre. Voilà. Ok, donc ensuite, un autre sujet à risque qu'il faut faire très attention, c'est la femme enceinte. La femme enceinte, surtout pourquoi à votre avis, elle est Les médicaments qui dosent pas. placenta عندي.
La barrière phétoplacentaire. La barrière phétoplacentaire. Il y a une barrière phétoplacentaire qui n'est pas vraiment une barrière. Ça peut laisser passer la plupart des médicaments, parce que la plupart des médicaments ont un très petit poids moléculaire. Surtout après métabolisme, ils deviennent très petits. Et s'ils passent, donc vous pouvez être sûr que l'enfant, il va être altéré, que le fœtus, regardez ici. 4 à 5%. Donc imaginez avec moi, 1 sur 20. 1 sur 20 des malformations sont de cause médicamenteuse. Imaginez quoi, quelque chose qu'on aurait pu éviter. Voici des exemples des malformations induites, surtout parce que la barrière phétoplacentaire n'est pas une barrière réelle. Ça ne bloque pas vraiment tous les médicaments. Donc la prescription chez la femme enceinte, il faut prendre en compte un calendrier conceptionnel. C'est quoi le calendrier conceptionnel? Vous devez savoir que certains médicaments, on les arrête pendant une certaine durée. Pourquoi? Parce que c'est pendant cette phase qu'il y a la maturation d'un système X ou Y. Par exemple, vous vous rappelez, on avait vu la maturation du système digestif, c'était à la 8e semaine par exemple. Le système nerveux, elle commençait à la 4e semaine et elle se terminait au... Mais si elle se terminait. Mais le 6e mois, ça y est, on avait le système nerveux qui est fermé. Autre chose. Donc on prenait en compte la durée. Où sommes-nous dans le calendrier gestationnel, conceptionnel? Est-ce que le fœtus, il a 3 mois, 2 mois, 4 mois? Parce que ça nous permet d'évaluer que le risque de médicament qu'on donne. Par exemple, le médicament, il est à risque maximal pendant le 4e mois. C'est pour cela, pendant le 4e mois, on va l'éviter complètement. Mais dans d'autres conditions, par exemple le 7e mois de gestation, de conception, on peut donner le médicament si on fait attention. Donc c'est pour cela, c'est très très important de se référer à un calendrier. Et ce calendrier, il guide la prescription, comme on a dit. Parce que comme on a dit, lorsque vous connaissez que le risque est maximal au 4e mois, vous allez essayer d'arrêter la durée minimale possible. Parce que le médicament quand même, il est essentiel, il est nécessaire. Donc on va faire des sacrifices. Et évaluer le rapport bénéfice-risque. Donc voilà, chez la femme enceinte, on ne prescrit pas n'importe quoi. Surtout parce qu'elle a un fœtus qui risque d'être malade. Voici un calendrier gestationnel. Vous voyez, on le divise en trimestres. Et en fonction des trimestres, il y a des médicaments qui sont contre-indiqués absolument dus à la maturation de certains systèmes. Regardez, du début, on a l'apparition du cerveau, moelle épinière, système nerveux central, et ça se termine au 2e trimestre. C'est le cœur, le 1er trimestre, etc. Donc s'il y a un médicament, par exemple, qui peut induire une malformation majeure du cœur, on va le contre-indiquer pendant le 1er trimestre, par exemple. C'est pour ça. Je pense, vous l'avez entendu plusieurs fois, qu'on divise la gestation en trimestres. L'une des raisons, c'est pour être capable de classifier quel type de malformation peut survenir à ce niveau-là. Et quel médicament on contre-indique complètement. C'est bon? ياسين باش رجعت تقول ما سمعتش الله كنت ما كنتش. Donc pour faire une prescription adéquate chez la femme enceinte, on se réfère à un calendrier conceptionnel. Le calendrier conceptionnel, c'est la durée ديال الحمل. Pour savoir nous sommes où, nous sommes dans quel trimestre. Et à partir du trimestre, on peut déterminer le pic de risque des médicaments. Est-ce que le médicament, il a le risque maximal au niveau du 3e mois par exemple, au niveau du 7e mois, etc. C'est pour cela qu'on le contre-indique absolument pendant cette durée. Et dans les autres phases, on peut le prescrire, mais sous surveillance, dans des conditions spécifiques. Et quand même, un médicament, comme on l'a dit, on doit le prendre, c'est pour traiter une maladie initiale. Mais on veut éviter le maximum de risques possibles. On veut les éviter. Donc pour les éviter, il y a une stratégie de se référer à ce calendrier. Pour encore une fois, minimiser le risque et augmenter le bénéfice. Et pour cela, on va faire les stratégies, utiliser le moins de médicaments possible, je pense là on l'a dit plusieurs fois, et des molécules ayant du recul, comme on a dit. Des molécules anciennes. On ne prescrit pas les nouveaux médicaments dans les terrains à risque. Parce que comme on a dit, nous n'avons pas encore étudié les interactions médicamenteuses. Et prescrire les doses les plus faibles possibles. Et pour la durée la plus courte. Vous vous rappelez de la fenêtre thérapeutique? La fenêtre thérapeutique qui était entre... Bon, خليني نجبد paint. المينيمال efficace
Donc voilà, ici, c'est la dose minimale efficace. سي 4 Et La la dose deuxième ligne, efficace. la dose quoi? maximum. Maximale Toléré. tolérée. Toléré. Tolérée. Ça nous donne la marge thérapeutique. La marge thérapeutique, on doit essayer de rester dans cette fenêtre. Mais chez les sujets à risque, on considère la marge thérapeutique. On essaye de rester proche de la dose minimale efficace. On ne va pas aller jusqu'à chercher la dose maximale tolérée. On s'arrête ici. C'est tout. On va essayer de rester ici chez tous les individus à risque. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va essayer de donner la dose minimale possible pour ne pas, pour éviter le maximum de risques possible. C'est bon? Oui. Donc voilà, et bien sûr évaluer toujours le bénéfice-risque et s'assurer de l'absence de grossesse avant toute prescription médicamenteuse chez une femme en âge de procréer. Si une femme jeune se présente chez vous, vous devez faire attention, vous allez lui demander sa ménarche, si elle est mariée, dernière règle, la ménarche, il a dit que si si elle connaît si elle est enceinte, vous pouvez faire le test bêta-HCG si nécessaire, si vous suspectez. Et lorsque vous confirmez qu'il n'y a pas de grossesse, donc on peut prescrire les médicaments standards. Mais s'il y a la grossesse, si la femme est enceinte, donc il faut faire très attention. Il y a certains médicaments qui sont formellement interdits. C'est un problème médico-légal si vous les prescrivez. Et il y a des médicaments dangereux. Dangereux, ça veut dire qu'il faut suivre des règles avant de les prescrire. Bien sûr, surtout, et ça inclut aussi la femme allaitante. Nama Mohamed. قلت لك شنو ديك واحد اللعبه قلت لك قبيله كالندري كونسيبسيونيل هي ديك هو هذا. Nous sommes où هو au هذاك. niveau de la conception du fœtus. صافي Et ça inclut aussi la prescription de la femme allaitante. Pourquoi la femme allaitante spécifiquement on s'intéresse aussi? ياسين ما تجاوبش انت راك كنتي في لونفيس. شتا سميتو ديك لافام يقدر ديك لافام اللي كتكون في لافاز ديال لاليتمون كتنقل دي زونتيكور لداك الفيتوس يقدر في دوك لي زونتيكور دير ليه تصيفط ليه شي ملي كدوي على الفم بشكل حاجة. عام اليت La femme allaitante. Là, mais chez les anticorps, Ahmed, oui, le médicament, il peut, oui, دي mais- زيفي ديال الميديك ماشي غتصيفط des effets des médicaments. غتصيفط les médicaments directement par le lait. Parce que ça constitue une voie d'élimination. Vous vous rappelez, la voie d'élimination d'un médicament, elle concerne n'importe quoi. La salive, la sueur, le cycle entérohépatique, donc les selles, les urines, etc. Donc même le lait, il peut constituer une élimination du médicament. Donc elle peut donner à son enfant, à son nouveau-né, le médicament directement. Alors que la femme, à votre avis, on lui a donné une dose de 2 grammes. Et l'enfant, s'il prend 10%, ça va faire quoi chez lui? Ça va faire des toxicités aiguës. Donc il faut faire très attention aux médicaments chez la femme allaitante. Donc on doit chercher les médicaments qui ont une élimination inférieure à 1%. Parce que même si on trouve un médicament qui a une élimination inférieure à 10%, à 10% de la dose maternelle, ça veut dire que chez le nourrisson, alors cette 10% c'est une dose énorme. Bien sûr, c'est 1%. 1%. Dans le cas de 10%, 10% chez la femme, alors chez l'enfant, c'est une dose énorme. Oui. Et en fonction des médicaments, on va décider est-ce qu'on va l'arrêter ou pas, l'allaitement. Parce qu'on va évaluer est-ce que le médicament est nécessaire, est-ce qu'on peut l'arrêter. Si on ne peut pas arrêter le médicament, on va lui demander d'arrêter l'allaitement. Mais vous savez très bien que l'allaitement c'est important pour le nouveau-né. Pour la femme elle aussi, il a des bénéfices psychologiques. Vous savez très bien, كان واحد الشابيتر في الفلسفة, vous vous rappelez ديال كيفاش الطفل العلاقة ديالو مع الام ديالو il se base كتبدا تكون من الرضا كتردو. Donc l'allaitement vraiment c'est un acte très important pour le développement du nouveau-né et la psychologie de la femme, de la mère elle aussi. Donc ce n'est pas une décision facile à prendre. Et c'est pour cela qu'on doit toujours évaluer le rapport bénéfice-risque. Il faut aussi choisir la classe et médicaments autorisés en pédiatrie, l'AMM adéquat, et choisir la molécule adaptée en termes de poids moléculaire, en termes de pKa,
etc. Ok. Et Ouais. ainsi que, on doit essayer de médicaments qui ont une demi-vie rapide pour avoir un pic plasmatique loin des moments DTT. Ça veut dire que الأم غتقول لها قبل ما ترضعي ولدك خذي الميديك ولا رضعي ولدك عاد خذي الميديكامون. Et le médicament, il va être éliminé avant le prochain allaitement. Donc, on va essayer de trouver les médicaments qui sont rapidement éliminés. Et donc, on va éloigner l'allaitement de la prise médicamenteuse. C'est bon? ياسين Oui. هاد الشوا ديال الكلاس واش هي اللي غنقراو الدرس الجاي ولا قريناها شحال هادي؟ Non, on va pas vraiment étudier le choix de la classe autorisée en pédiatrie. On ne va pas l'étudier. Ça ne fait pas partie de la pharmacologie générale. اوكي. كحل زعما كشت بزاف ديال المرات هاد الشوا ديال الكلاس زعما واش هداك الكلاس اللي كلاسيفيكاسيون اللي قرينا في الاول ولا ديك ديال اللي فيها لوكاليزاسيون فونكسيون ا 10 بي 2 ولا ما عرفتش عقلتي عليها. لا كيقولوا غير les classes de la grande famille. Parce que moi, اه بزاف ديال les grandes familles, notamment au lieu d'avoir une voix les voilà حيت غتشوف تنقراو الكور ديال لي غروند فامي وغتعرف احسن هاد الشوا ديال لي كلاس كي اكزيست حيت كما قلنا راه ميم لي زونتالجيك il y a plusieurs catégories il y a plusieurs classes d'antalgiques et ils ont des comportements différents donc on doit choisir ceux qui ont le comportement adéquat. Bien sûr aussi on va passer à la dernière partie du cours qui va s'intéresser. نسولك واحد اللعبة Oui. اللي قلت لي قبيله دابا هذيك واش هي دابا هي غتردها ياك عاد غتاخذ الميديكامون ولا زعما سميتو ولا كتاخذ الميديكامون والميديكامون كيدير بيك حتى كتفوت الرضاعه حتى كتردها. لا دابا خصها tout ترضع ça قبل من dépend de la pharmacocinétique du médicament. Donc pour représenter ce que j'ai dit, غنرجع البينت. Donc عندك هيا concentration plasmatique du médicament, la prise médicamenteuse, elle se produit ici à un instant T0. Et le médicament après une certaine durée, il commence à augmenter et le pic et ça diminue. Donc l'allaitement, il peut se produire à n'importe quel instant ici ou bien à n'importe quel instant après. Mais on doit éviter le pic. Le pic هو اللي contre-indiqué. Non. C'est bon? الريسك باش دوزو كامل البيبي. Voilà. Donc c'est le principe. Bien sûr, le médicament et le rein. Donc nous en tant que médecins, on va interagir avec plusieurs types de patients et on va trouver certains qui ont une insuffisance rénale. Donc lors de prescription médicamenteuse, l'insuffisance rénale, il faut faire très très attention parce que immédiatement lors de l'insuffisance rénale, la pharmacocinétique elle diminue, l'excrétion elle diminue parce que comme on a dit, la voie rénale c'est la voie majeure d'élimination de médicaments. Et hépatique, il constitue presque 100%. Donc la toxicité rénale des médicaments, elle aussi, certains médicaments peuvent être toxiques pour le rein, ils peuvent induire une insuffisance. Elle est extrêmement fréquente et elle est responsable d'une morbidité et mortalité importante. Notamment, les patients, 15 à 20% des patients admis pour l'insuffisance rénale aiguë sont dus aux médicaments, soit résiduels ou bien une insuffisance rénale terminale ou qui induit le décès. Donc les médicaments peuvent aussi avoir une toxicité et induire l'insuffisance rénale, et même l'insuffisance rénale, elle induit un changement au niveau des médicaments. Regardez ici, les pourcentages des médicaments pour lesquels l'excrétion urinaire est majoritaire. Les anticancéreux 55%, antibactériens 87%, etc. Donc vous voyez le pourcentage très élevé. Ça veut dire que le rein c'est un organe majeur d'élimination des médicaments. Et toutes les classes thérapeutiques sont concernées. C'est pour cela le moment qu'un patient se présente avec une atteinte rénale, il faut faire très attention. Et comment on va faire attention, vous allez me dire? Donc d'abord, donc voilà, imaginez que vous avez une élimination lente. Donc T1,5 très lente. Donc au lieu de lui donner une posologie de 3 fois par jour, qu'est-ce que vous allez lui dire à votre avis? هذا الكاستيون لخبطك. عنده insuffisance rénale. Donc le traitement, شنو غتبدل في التريتمون? Qu'est-ce qu'on va essayer de changer? الفوا ديليميناس. Non, c'est pas vraiment possible. La plupart des médicaments, élimination rénale. La voie d'administration. Soit majoritaire ou minoritaire. Naama Mohamed? Naama Ahmed? تاخذ voie d'administration. Non, la voie d'administration, on va pas vraiment la changer. Naama Mohamed? تاخذ ديك الميديكامون
اللي كيتابسورب بزاف، اللي كياخذوا سميتو زعما ما كيتاليميناش بزاف الميديكامون كنبينيفيسيو منه زعما بحال هكا. اللي ما كيتاليميناش باللوغان ما غتلقاهش. Tous les médicaments ont une grande fraction d'élimination par rénale. Ce n'est pas comme le foie. Le دونك foie, غادي نعطيو لي بوا موليكولير ديالو تكون صغيره واقيلا non. ولا لا؟ D'abord, on a vu que l'élimination elle est basse. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour le médicament? غيبقى في الدم داكشي غيبقى لي في دوز الدم. غيبقى في الدم. Donc, qu'est-ce qu'on peut changer? نقصوا لي دوز ما نعطوش لي دوز غنقدروا نقصوا les doses. Non seulement, on peut faire aussi autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? ديكلاطيو الطون. Décaler ou espacer les prises Décaler. médicamenteuses. Donc, dans ce cas, chez les individus insuffisants rénaux, on va soit diminuer la dose ou bien espacer les prises. نقصوا la fréquence. Au lieu de 3 fois par jour, une fois par jour. Ou bien 2 fois. Ou bien même une fois par semaine. إذا كان l'insuffisance rénale terminale, etc. حيت كما قلنا l'insuffisance rénale, comme vous le regardez ici, presque tous les médicaments ont une excrétion majoritaire. Ou إذا خدينا les autres pourcentages عندهم une excrétion minoritaire. Mais quand même qui occupe un grand pourcentage. Donc on n'a pas vraiment le choix. On ne va pas trouver un médicament qui n'est pas éliminé par le rein. Donc les conséquences d'une insuffisance rénale, donc ça, si la dégradation de la fonction rénale, ça induit que le médicament, bien sûr, normalement, le rein, il élimine sous la forme inchangée ou bien sous forme de métabolites toxiques. Parce que vous savez très bien que le rein, il a aussi le métabolisme, donc des iodinases, des oxygénases, etc. Donc ça peut induire un métabolisme au niveau du médicament et l'éliminer. Mais le moment où on a une insuffisance rénale, ça peut induire une accumulation du médicament. Une accumulation, parce que l'éclairance, elle diminue. Et ça induit une modification de la pharmacocinétique. Et il y a le risque majeur de surdosage. Surtout. Donc ça augmente la durée de l'effet, et ça peut induire l'effet indésirable médicamenteux. Parce que si il prend une deuxième fois le médicament, on va dépasser la dose maximale tolérée. La dose maximale tolérée. Donc, voilà, le principe c'est de diviser la concentration, diviser la dose en deux. Non, désolé. Le T1,5, le principe c'est qu'elle augmente de deux fois. Donc l'élimination elle est ralentie, donc la demi-vie elle double. Donc c'est pour cela, le principe c'est de diminuer la fréquence de la prise médicamenteuse. Donc chez les presque... Oui. داك الاول اش باين عند هذيك الاولى ديك ديغراداسيون ديال Normalement, le rein quand il a le métabolisme qui est éliminé. Mais si le rein est altéré, son métabolisme est altéré et son élimination est altérée. Ce qui peut faire que le médicament il ne subit plus de métabolisme. Donc il doit soit être éliminé, inchangé, donc il va sortir comme il est, ou bien il va être transformé en un métabolite toxique plus que la normale. ماشي نعم. كديغرادا الفونكسيون رينال الا كان الميديكامون كيخرج سو فورم اكتيف ولا ميتابوليك توكسيك. Non, la conséquence de la dégradation de la fonction rénale, ça induit que le médicament va sortir de forme inchangée. Parce que la fonction rénale est altérée. انا كندوي بصفه عامه قال لك ان ديغراداسيون دو فونكسيون رينال ملي تكون ديغرادي شنو كيقدر يكون يا الميديكامون غيخرج نيشان كما هو يا غيتاكيميلي في الدم كما كيبقى بزاف تما غيخرج توكسيك. هي هذيك هي سيردوزاج. Donc dans ce cas, on va essayer bien sûr d'éviter les classes néphrotoxiques. Donc les médicaments qui ont un pourcentage élevé d'interaction avec le rein. Vous vous rappelez que l'AINS c'est juste un exemple. On avait vu que c'était un effet secondaire rare, moins de 0,1%. Vous vous rappelez des tableaux? Non? Oui? Bon, c'est مشكل. نعم. Les pourcentages des effets indésirables, Mohamed. Entre 0,1% et 5%. C'était occasionnel. Ah, il y a la fréquence. Donc on va essayer d'éviter ceux qui ont un pourcentage élevé de néphrotoxicité. Et bien sûr choisir la molécule thérapeutique qui a un T1,5 adapté. Parce que vous savez très bien que chez ces individus, la pharmacocinétique elle diminue. Adapter la posologie. Adapter la posologie, on peut soit diminuer la dose, ou bien allonger le délai des prises, ou bien les deux à la fois. Donc espacer les prises, donc diminuer la fréquence,
diminuer la dose, ou bien les deux à la fois, ça constitue une adaptation posologique. Et bien sûr, en fonction de la clairance rénale, la DFG, ou bien la formule de Cockcroft. C'est bon? آخر جملة صراحة je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est bon محمد نكملوا؟ شوف واحد اللعيبه حيت ما كتسمعكم يلاه. Donc voilà, la prescription chez les insuffisants rénaux, chez les insuffisants rénaux, on doit éviter les médicaments qui sont connus pour une néphrotoxicité. Il y en a plusieurs. La plupart des antibiotiques causent une néphrotoxicité. Choisir les classes qui ont une T1,5 adaptée, la demi-vie adaptée. On ne va pas choisir un médicament qui a une demi-vie très longue, parce que sinon le médicament il va rester vraiment d'une manière chronique chez ce patient. Et adapter la posologie en fonction de la clairance. Et pour l'adapter, on peut alors soit diminuer la dose, la diviser en deux par exemple, ou bien allonger la prise entre le délai entre les prises. Au lieu de 3 fois par jour, une fois par jour. Ou une fois par semaine. Si le médicament était initialement une fois par jour, etc. C'est bon? Voilà. Mais voilà, s'il y a un facteur de risque associé, il faut faire encore plus attention parce qu'il y a les risques d'interaction et autres. Voici la formule de Cockcroft, encore une fois. La clairance est égale à 140 moins âge fois le poids sur la créatinémie. Fois bien sûr la constante. La constante ça dépend si c'est une femme ou un homme. Ok, il y a une formule abrégée. Regardez ici. Car il y a la constante qui dépend soit du sexe, de l'âge et de la clairance. C'est bon? Voilà. Et les insuffisants hépatiques, donc encore une fois, l'insuffisance hépatique c'est aussi un terrain à risque. Et dans ce cas, on peut trouver un médicament qui n'est pas métabolisé par le foie. Parce qu'il y a certains médicaments qui n'ont pas besoin du métabolisme hépatique. Vous vous rappelez? Donc la constante E inférieure à 0,1. Donc on peut choisir, opter pour ces médicaments plutôt, parce qu'ils n'auront pas besoin de passer par le foie, ils n'auront pas besoin d'être métabolisés par le foie, parce que leur voie de métabolisation, elle se fait autre part. Évitez aussi les classes hépatotoxiques. Vous connaissez très bien que les AINS, ils ont une dose très élevée, ça peut induire l'hépatite. Ainsi que réduire la dose de 25 à 50%. Ça dépend du degré de l'insuffisance hépatique. Ainsi que, bien sûr, faire une surveillance clinique étroite. Si cet individu commence à présenter les effets indésirables, on doit arrêter immédiatement ou bien changer le traitement. Et toujours juger en fonction du rapport bénéfice-risque. On ne va prescrire un médicament que lorsqu'on est sûr que c'est quelque chose qui va nous rapporter quelque chose qu'on n'avait pas déjà. Parce que si on peut opter pour une intervention chirurgicale, pour un acte médical autre que traitement, etc. Donc on peut substituer le médicament par autre chose. Ce n'est que dans ce cas, que lorsque le médicament il est irremplaçable et il a une grande valeur ajoutée, ce n'est que là qu'on va prescrire quelque chose. C'est pour cela qu'on doit éviter les prescriptions inutiles. Parce que vous vous rappelez très bien, les interactions médicamenteuses, les effets indésirables, les polymédications, les terrains à risque, etc. Donc on doit éviter tous ces problèmes. Parce que, encore une fois, comme on a dit, ces problèmes, ça s'avère à diminuer la mortalité, sauver des vies et ainsi diminuer le coût. Parce que le patient, là, vous soyez certain, si vous vous amusez à lui prescrire 10 médicaments, il ne va pas les acheter. Il ne va pas partir et les suivre. C'est pour cela qu'on doit essayer d'être le plus efficace que possible. Et surtout dans ces terrains à risque. Parce que ces terrains à risque sont encore plus fragiles pour faire des effets indésirables et qui dans certains cas peuvent être même létals. Donc voilà, on avait vu les terrains à risque les plus fréquents, les plus importants, notamment le sujet âgé, la femme enceinte, le nouveau-né, l'insuffisance rénale et maintenant l'insuffisance hépatique. L'insuffisance hépatique, voilà. Donc c'est bon? Oui. Donc pour conclure notre pharmacologie, la prescription c'est aussi important que le diagnostic. Le diagnostic, bien sûr, je vous rappelle, je vous ai dit, une consultation médicale de 5 minutes n'existe pas. Et la prescription de 5 minutes n'existe pas elle aussi.
Même la prescription, elle doit être un acte réfléchi. On ne prescrit pas n'importe quoi et n'importe comment. C'est un faisceau d'arguments qu'on regroupe et on évalue le bénéfice-risque avant de prescrire n'importe quoi. Donc c'est pour cela qu'on doit faire très attention d'ici là pour éviter ces retombées et tous ces problèmes. Voilà. Vous l'avez entendu à maintes fois, les gravités qu'on recourt, les pertes humaines, les pertes économiques, les pertes de temps, etc. dues à cette inefficacité, dues à ce manque d'optimisation. Voilà, c'est tout concernant notre cours de les règles de prescription médicamenteuse. Pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, si vous avez trouvé que ça a été utile, n'hésitez pas de laisser un like, de laisser un commentaire. Vous savez, ça fait plaisir. Et voilà, c'est tout. On se verra bientôt.